Mesdames et messieurs, bonjour, chers internautes, bienvenue dans ce numéro de l'actualité à la loupe. Ce jour, 3 mai, c'est la journée consacrée par la communauté internationale pour célébrer la liberté de la presse dans le monde. Il s'agit d'une journée de réflexion pour les acteurs des médias sur les questions relatives à la pratique du métier, de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Occasion que choisissent souvent les professionnels des médias pour réfléchir sur leurs conditions de vie et d'exercice du métier, mais aussi sur les conditions d'accès aux sources d'information et les relations entre ces derniers et les pouvoirs étatiques. Dans la plupart des pays du monde, la situation n'est guère reluisante. Dans la plupart des pays du monde, la situation n'est guère reluisante pour les journalistes. Harcèlement, procès sans fin, assassinat, intimidation, kidnapping, etc. Tel est le lot quotidien des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Le thème retenu cette année s'intitule « L'information comme bien public ». Un thème qui, selon Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, souligne la valeur incontestable d'une information vérifiée et fiable. Il appelle, le thème bien sûr, l'attention sur le rôle essentiel que jouent les journalistes libres et professionnels dans la production et la diffusion de ces informations, luttant contre les fausses informations et autres contenus préjudiciables. Au Bénin, malgré le vote et la promulgation de la convention collective, force est de constater que les conditions de vie et de travail des professionnels des médias ne sont guère reluisantes. L'image du journaliste béninois est quelque peu écorché. Aujourd'hui, il est même traité, excusez-moi le terme, de mendiant par endroits. Quant à son image dans le monde, le Bénin continue sa descente dans les profondeurs du classement en ce qui concerne la liberté de presse. En témoigne le dernier classement de l'organisation Reporters sans frontières où le pays, notre pays, le Bénin, se retrouve au 114e rang dans le monde sur un total de 180 pays. Avec ce taux, ou avec ce rang, il urge de se poser quelques questions. Quelle est l'image que présente le journaliste béninois aujourd'hui? Comment travaille-t-il? Et comment vit le journaliste béninois? Pourquoi le Bénin continue-t-il sa dégringolade dans le classement mondial quand on sait que dans un passé tout récent, le Bénin détenait le flambeau en Afrique et se retrouvait parmi les plus grandes nations du monde où la liberté de la presse est la chose la mieux partagée? C'est autour de ces questions et bien d'autres que se pencheront les acteurs de la corporation que nous avons invités à cet effet. Sur ce plateau, et pour cet exercice, 3 confrères, que dis-je, 3 responsables à divers niveaux des différentes organisations fertières des médias s'y trouvent. Mais avant de les retrouver, suivez ce générique. Comme je vous le disais, je reçois pour vous dans ce numéro 3 responsables fêtières des médias. Il s'agit d'abord à ma droite, elle va se présenter elle-même à vous. Bonjour madame, présentez-vous à nos amis internautes. Bonjour chers consoeurs, je suis Zakiat Latonji, je suis journaliste et je suis la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. En face, légèrement de moi, se trouve un grand homme, un ancien, dirais-je, s'il me le permet. Bonjour cher Aîné. Bonjour Afiatou, bonjour aux internautes Agapit Napoléon Africain. Je ne suis plus responsable de fêtière, je l'ai été, je suis présentement directeur d'organes de presse, télé et le matinal. D'accord. Et tout juste à ma gauche, un grand homme également, il va se présenter à vous. Bonjour monsieur. Merci, bonjour Zakiat, cher internaute, bonjour. Je suis Bassi Chibozo. Je suis président de la Padem Bénin, qui n'est pas une fêtière évidemment, les fêtiers sont là. Je suis journaliste aussi,
directeur d'organes. Merci. Voilà, merci donc à vous, chers invités. Merci d'être présents sur ce plateau. C'est notre jour et on va parler de ce qui nous concerne. Alors, êtes-vous fiers de vous faire appeler journaliste aujourd'hui, M. Basile Chibozo? Merci beaucoup pour la question. Ça va de soi. Moi, je suis très fier. Plus que fier, et totalement fier d'être journaliste. Parce que c'est un métier de sacerdoce qu'on a enclenché depuis plusieurs années et qu'on a assumé, qu'on a exercé. Et il n'y a rien de passionnant que ça. D'être un éveilleur de conscience, d'être un formulateur d'opinion, d'être un concepteur des choses, d'être un visionnaire parfois des choses avant tout le monde, d'être au cœur de l'information, d'être en contact avec et les politiques, et la société, et les hommes d'affaires, et tout le monde. C'est un métier extrêmement passionnant. Et puis ça, s'il faut le reprendre, mais je le reprendrai. Madame Zakiat, la même question vous est destinée. Alors, si on en vient à dire qu'on n'est plus fier d'être journaliste, je pense qu'il faut déposer le micro, il faut déposer le stylo. Et il faut se dire alors, il faut sortir carrément du métier. À partir du moment où on y est encore, qu'on participe à la production et à la diffusion de l'information et qu'on intervient à quelques chaînes de la information, je crois qu'on peut oser dire qu'on est fier d'être journaliste. Il y a certes des choses à reprocher à la pratique aujourd'hui. Il y a certes beaucoup qui ne se voient plus entièrement jouir des prérogatives qui sont liées à la profession, mais je le dis haut et fort, je suis journaliste et je suis fier de l'être. Voilà, on va poser la question à notre aîné sur ce plateau, mais d'une autre façon. Quel est votre regard sur la corporation aujourd'hui, M. Agapito Napoléon Mafouré? Écoutez, je suis dans la profession c'est vrai, cesser d'être journaliste. Je ne suis plus en position d'employé chargé donc de produire l'information, de la faire diffuser. Cela dit surtout dans la profession et, comme l'a dit la présidente, si on n'est pas fier de la servir, autant quitter. Moi, j'ai un regard d'analyste, de commentateur et d'ancien responsable. C'est vrai que nous sommes très exigeants dans la profession. On est très exigeants. C'est la seule profession au Bénin qui rend public ses propres tares, qui met sur la place publique ses dérives, qui se critiquent, qui se commandent. Il n'y en a pas, il n'y a pas deux. Les ordres et autres gèrent leurs problèmes à l'interne. Et c'est rare que vous les voyez se condamner. Nous, on le fait. On le fait à travers l'observation de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Qui existe depuis bientôt 22 ans. Donc, c'est pour vous dire simplement qu'on est exigeant. Et parce qu'on est exigeant, d'autres ont des regards de faiblesse sur la profession. Comme l'a dit la présidente tantôt, oui, il y a des dérives, il y a des brebis galeuses comme on en trouve dans toutes les professions. Mais sans les médias, il n'y aura pas d'information. Malgré l'existence des réseaux sociaux, malgré le principe tout le monde est journaliste, sans les médias, on ne saurait pas où se trouve la bonne information. Et donc, fier d'appartenir à cette profession, fier de continuer à la servir d'une manière ou d'une autre. Je pense que les journalistes doivent être fiers de faire leur travail. Alors, à vous entendre, on a comme l'impression que la presse béninoise a peut-être perdu ses lettres de noblesse et raconte désormais sa gloire dans le passé. Alors, quelle peut être la cause, selon vous, M. Agapito Napoléon? Non, quand on parle de gloire dans le passé, vous savez, en 2002, j'étais président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin quand nous étions premiers. Quand nous étions premiers, et nous disions à l'époque que c'est un moment c'est le temps de vache grasse, et que notre regard, nous, sur la profession à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de dérives, et que quand Mathieu Kérékou dit, moi, vous pouvez m'injurer du matin au soir, c'est pour vendre votre papier, je ne vous dis rien. Si c'est ça, être presse indépendante, nous n'en étions pas fiers. Et on a été aux États généraux à l'époque pour fédérer et pour mieux organiser. Si on a créé l'Observatoire en 1999, c'est pas parce que c'était si religieux. Donc, c'est pour ça que je dis que nous sommes exigeants. Et c'est parce que nous sommes exigeants qu'on voit qu'il y a des problèmes. La presse, est-ce qu'elle a perdu cette lettre de noblesse? Non. Les médias constituent une sorte d'instrument d'un côté et de puissance de l'autre. Et donc, ils sont en tiraillement avec les forces détentrices des moyens de pression comme les politiques et les puissances économiques. Donc, c'est normal que chacun puisse
penser tirer le droit de ce côté et donner un jugement de valeur sur l'activité des médias. Maintenant, c'est vrai que dans nos pays africains, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est un secteur assez libéral, beaucoup s'y engouffrent. Et il y a des dérives, c'est vrai, quand vous êtes organisateur d'activité et vous voyez le nombre de personnes que vous n'avez pas invitées, qui s'agglutinent comme des mouches, qui se battent pour des perdièmes, qui avilissent sa profession, c'est pas aujourd'hui, c'est il y a 20 ans. Donc, en fait, la presse n'a pas perdu, à mon avis, la presse n'a pas perdu de l'aide de noblesse. La presse évolue dans un environnement qui évolue, elle doit s'adapter. Et peut-être progressivement, créer une sorte d'élite professionnelle qui peut-être impacte différemment l'exercice de la profession. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un fourre-tout ou patron de presse qui produit, qui paye le salaire lui-même, il est journaliste, ou le journaliste n'a pas de salaire, ou bon donc, ou le web activiste devient journaliste, ou donc il y a tout ça, il y a tout ce mélange qui fait que je pense qu'il y a un travail à faire là maintenant pour pouvoir essayer progressivement de reclarifier. Mais je continue de penser, et je le dis sans langue de bois, que les médias n'ont pas perdu de l'aide de noblesse. Ils sont en tiraillement avec les puissances détentrices des forces politiques et des moyens financiers sous tous les cieux. Et donc, ils pâtissent un peu de leur faiblesse, ne détenant pas ce type de moyens. Le jour où vous aurez la capacité de créer vos entreprises sans attendre un contrat, sans attendre qu'un homme politique vous finance, ou sans attendre qu'une puissance économique mette les moyens, le jour où la présidente peut dire l'UPMB a les moyens, ou le CNPA, ancien président du CNPA, qui dirige aujourd'hui une organisation professionnelle, le jour où on aura cette capacité d'être nous-mêmes, mais on va en imposer aux forces politiques et aux forces économiques. Mais il n'y en a pas. Aujourd'hui, sous tous les cieux, ceux qui détiennent, c'est eux qui conduisent l'orientation et la ligne. Voilà, c'est un peu le regard que je porte sur ça. Monsieur Basile Chibozo, il me plaît bien de vous demander comment est-ce que le journaliste béninois vit aujourd'hui? Bon, question à mille inconnus. Il faut dire que c'est la précarité. Il faut avouer que le journaliste béninois est dans une certaine précarité, dans une difficulté existentielle du point de vue de son métier, parce que, évidemment, l'environnement économique ne s'y prête pas. L'environnement économique est l'environnement qui détermine tout. C'est l'économique qui détermine tout. C'est la possibilité que l'organe qui l'emploie, lorsque la possibilité financière de mise à son niveau, mathématiquement, ça tombe sur lui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un environnement qui ne permet pas aux acteurs des médias, disons même aux organes de presse, voyez-vous, d'avoir la possibilité financière nécessaire de s'occuper de journalistes du point de vue salarial, du point de vue avantages sociaux, du point de vue de sa promotion, du point de vue de sa formation, etc., etc. Mais il faut aussi dire que le journaliste, au-delà de ça, doit avoir la possibilité lui-même de s'en sortir, de se battre, de ne pas se fier à ça. Se battre, c'est s'affirmer. Voyez-vous, ne pas rester tout le temps dans la jérémiade, dans les plaintes constantes. Il doit lui-même se battre, se former, s'affirmer, et même s'extirper de tous les jougs et s'imposer. C'est comme ça que, bien, si vous voyez un peu nos parcours, c'est comme ça que, peu ou prou, on s'est affirmé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme l'a dit Agapit, c'est qu'il y a une sorte de lutte constante entre les puissances économiques et les puissances professionnelles. La profession est faible, mais elle est pertinente, elle est forte, mais elle n'est pas plus forte que la puissance qui détient les finances et autres là. Et c'est là le problème. Et c'est là que nous devons tout faire pour que les flux de la nation puissent permettre aussi à ce que cette corporation-là puisse avoir la possibilité de vivre par lui-même. Voyez-vous? L'action collective avait quand même laissé un brin d'espoir en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes béninois. Depuis ce temps, de l'eau a coulé sous le pont. Et puis, bon, qu'est-ce qui bloque un peu la mise en application de cette loi? Ceci explique cela. Moi, je me souviens quand on a adopté le nouveau code de la nouvelle convention collective, je crois en 2017-2018, j'étais président de CNPA. Dans ma lettre introductive, j'ai dit cette convention est applicable si seulement si les conditions financières des organes de presse puissent permettre de l'exécuter. C'est ça le véritable problème. Ce qu'on y met, c'est quoi? C'est que
c'est simple. Hein. Un patron de presse ou un responsable d'organe qui a son organe de presse ne paiera cette convention collective que si seulement s'il a lui-même les possibilités financières, les rentrées financières que doit lui procurer l'environnement économique. C'était ça avant. Mais depuis, de plus en plus, ça se rétrécit, ça s'amenuise. À telle enseigne que, malgré lui-même, à son corps défendant, il est obligé de ne pas pouvoir respecter la convention collective. Ce n'est pas sa faute fondamentalement. La diabolisation d'un certain nombre de patrons de presse se comprend par les professionnels. Mais il faut aussi comprendre que lui-même a des difficultés parce que l'environnement ne lui permet pas. C'est vrai qu'il y a des mauvaises fois parfois où le journaliste, le professionnel sent des rentrées de fonds, mais ne remarque pas ça sur sa fiche de paye. Et ne remarque pas que la convention soit respectée. Ça, c'est des cas, mais totalement isolés. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Tout se tient. C'est pourquoi nous devons tous mener la lutte, à savoir la possibilité que l'État central puisse nous regarder autrement. Pour avoir la possibilité d'appuyer, de financer les organes de presse tels que prévus par les tests, tels que prévus par la loi sur le code de l'information et de la communication votée en 2015, qui en son article 39 prévoit la mise en place du fonds. Je l'ai toujours dit, et c'est le combat que nous devons mener. Tant qu'il n'y a pas un fonds, comme l'aide de l'État qui a été supprimée, tant que le fonds n'est pas une réalité, on ne peut pas s'en sortir, parce que c'est le fonds qui permet de déclencher les projets structurants de la corporation. Sans ça, on ne pourrait rien faire. Voilà. Madame la présidente de l'UPMB, parfois sur les lieux de reportage, certains confrères n'attendent que la fin de la manifestation afin de se jeter, si vous me permettez ce thème, sur les organisateurs, histoire de quémander des pédièmes. À quoi est dû ce comportement? C'est un triste constat. Parce que quand vous mettez même dans la posture d'un organisateur d'événements et que vous assistez à ça, à la limite, c'est comme une misère que nous venons étaler sur la place publique et ça ne nous honore point. Et il y a lieu d'éviter qu'on assiste à de pareilles situations. À quoi est due cette situation? J'ai bien envie de parler comme le président Basile Tivozo et dire que ceci entraîne cela, comme il a dit tout à l'heure, parce que ces personnes, parce que je n'ose pas croire que toutes les personnes qui se comportent de cette manière-là sont véritablement des confrères, sont véritablement des acteurs de médias, sont véritablement des gens qui travaillent dans des médias donnés. C'est vrai, il y a certains qui sont dans des médias, effectivement, ne sont pas rémunérés et qu'on reconnaisse qu'il y a des gens qui travaillent dans les médias donnés, mais qui ne sont pas rémunérés et qui ne vivent que de ça. Mais est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Est-ce qu'il faut se laisser aller à cette façon de faire, tout simplement? Je pense que c'est le fait déjà qu'au niveau des entreprises de presse, des organes de presse, il n'y ait pas l'accompagnement financier nécessaire pour garantir la rémunération du professionnel qui amène à ça. Après, comme dans beaucoup d'autres professions aussi, il faut dire que notre profession est assez ouverte et il y a beaucoup de personnes qui entrent dans ce métier-là. Et j'ai eu dire même par certaines personnes que c'est à croire que c'est le métier dans lequel on vient parce qu'on a échoué ailleurs. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être la plume facile et qui arrivent à écrire rapidement un papier, qui se disent que bon, il faut essayer de ce côté-là. Et il y en a même qui se retrouvent sur des terrains de reportage, qui inventent des médias qui n'existent même pas, simplement parce qu'ils veulent émarger et pour qu'ils puissent avoir un minimum. Donc, j'estime que ce n'est pas des situations agréables. Et il faut forcément travailler à éviter qu'on en arrive là. Mais pour éviter, parce qu'en même temps qu'il y a de ces pêcheurs en eau trouble qui se retrouvent dans les médias, il y a dans les médias qui se comportent de cette manière-là, il y a que certains travaillent dans des médias qui existent véritablement, mais c'est parce qu'ils ne sont pas rémunérés. Et donc, ils sont obligés de se retrouver sur le terrain en train de quémander. Je déplore la chose, je n'encourage pas la chose parce que ce n'est pas de nature à nous donner la valeur qu'il faut. Parce que quand vous regardez tel que ça se passe même sur le terrain, à la limite, c'est insultant.
Ça n'amène aucunement... c'est déshonorant et vous n'imaginez pas combien de fois ça peut faire mal de voir que des confrères, j'ose les appeler ainsi, sur des terrains de reportage, en se comportant de cette manière-là, sont à la limite maltraités par les vis-à-vis. Et quand c'est comme ça, vous comprenez qu'on ne peut pas apprécier une telle situation. Napoléon, certains acteurs politiques traitent les journalistes et ne ratent aucune occasion, n'est-ce pas, pour les humilier. Quelle devrait être la relation entre les acteurs politiques et les professionnels des médias, selon vous? C'est le comportement des confrères eux-mêmes. Quand les gens vont sur le terrain, pas d'organes de presse, on les confond tout le monde avec les journalistes. Et quand vous êtes dans la position même d'organisateur d'activité, j'ai été, mais vous les voyez, vous les invitez 10 organes de presse. Vous voyez 50 personnes devant vous. 40 personnes. Et qui vous injurie. Vous dites, mais toi, je ne t'ai pas invité. L'action, là où il y a une déclinaison entre la communication et l'information, mais si vous allez à l'information, vous ne pouvez pas marcher pour dire, je veux perdre. Non, vous allez à l'information, je ne vous ai pas invité, mais l'information m'intéresse, vous verrez. Mais c'est comme moi j'ai invité, connaissant l'environnement, je peux dire que je prends le déplacement en charge, parce que je connais que l'environnement économique et social est délicat et difficile. Donc, les prendre en charge, on appelle ça ici per diem. Le code de déontologie dit que le journaliste ne peut pas percevoir autre chose que ce qu'on lui donne. S'il y a l'organe de presse, ne lui donne pas. Et l'organe de presse compte sur ça. Puis c'est une réalité. Faut pas on ne peut pas vivre dans le pays comme si nous étions des étrangers. C'est une réalité que les organisateurs prévoient ces frais de défraiement. Exactement. Donc, on en tient compte. Mais quand je n'ai invité que 10, et 20 arrivent, je vais dire, mais cette profession, mais ils sont en roue libre, ils ne sont pas dirigés, ils ne sont pas... donc, aucun respect ne peut provenir d'une profession, ou bien ne peut se manifester en face d'une profession, ou à l'égard d'une profession, où tout le monde s'improvise, et personne, et beaucoup passent entre les mailles, alors qu'ils n'ont plus d'organes de presse. Vous invitez quand les 50, quand bien même, vous avez le moyen de prendre en charge les 50, de suivre le lendemain, le surlendemain et les jours qui suivent. Très peu dire un mot de ça. Mais peut-être que ce n'est pas une commande, ce n'est pas une exercice. Logiquement, vous m'invitez, j'envoie mon journaliste, vous lui payez un perdien. On ne veut pas dire que j'ai publié votre information. Si j'estime qu'il n'est pas pertinente, on ne le publie pas. Or, l'organisateur qui a déboursé 5 000 pour payer un perdien, il attend le retour. Donc, vous voyez un peu l'imbroglio. C'est pour ça que je disais que les regards que la profession elle-même porte sur elle sont des regards critiques. On connaît la situation. Donc, du coup, j'estime, moi, je ne porte pas caution aux personnalités qui nous attaquent, qui attaquent la profession. Et j'ai eu à échanger directement avec l'un tout récemment en disant que ce n'est pas normal qu'il puisse, et que si moi j'étais à la place des présidents de la fête, j'aurais répliqué dès le lendemain qu'il ne lui appartient pas de porter le jugement. Quand il ne m'appartient pas de porter le jugement sur le fonctionnement de l'UNAMAB, du syndicat des travailleurs de Y, il ne lui appartient pas. Ouais, moi, je ne me mêle pas de la vie des autres organisations qui ne se mêlent pas de la vie des journalistes. Si quelqu'un se fait truander par un journaliste, il a qu'à utiliser les voies de recours. Si quelqu'un se fait diffamer, il a plusieurs voies de recours. Il peut aller vers les fêtières, vers l'ODEM, il peut aller à la HAC, il peut faire les deux à la fois, il peut aller même au tribunal. Donc, il faudrait qu'il y ait des respect, il faut qu'il y ait des relations de considération mutuelle. Hein? L'homme politique n'a pas reçu quitus pour donner son appréciation sur les médias ou bien pour les juger. Non. Moi, je pense que le pire, c'est que tu fais des activités sans inviter les médias. Tu utilises, aujourd'hui, comme je dis, tout le monde est média. Donc, utilise les autres canaux et laisse les médias à leurs problèmes. Et c'est pour ça que, de leur côté également, les médias doivent s'organiser et mettre en place un certain nombre de stratégies pour pouvoir évaluer ce qui existe là et voir dans quelle mesure répondre aux exigences d'aujourd'hui. Les médias ne peuvent plus continuer non plus à laisser 40 personnes aller au reportage. Je pense qu'il faut trouver un mécanisme pour dénoncer les gens qui se faufilent et qui ternissent l'image de la profession. Oui, j'ai juste fait remarquer un certain nombre d'éléments. Alors, quand vous organisez une activité, je peux être intéressé par l'information
et je décide en tant que journaliste, en tant que professionnel de médias, de venir parce que j'ai besoin de l'information. Et qu'un organisateur ne soit pas étonné qu'en invitant par exemple 10 journalistes qui se retrouvent avec 20. Mais c'est le spectacle de fin qu'on déplore ici. Donc la quête de l'information, c'est normalement même l'essence du métier de journaliste. Mais c'est justement ce spectacle-là qui désole les politiques. Le spectacle désole le politique, désole même le citoyen lambda. Deuxième chose, aujourd'hui, tout le monde s'improvise journaliste, mais tout le monde n'est pas journaliste. Pour être journaliste, c'est bien prévu dans le Code de l'information et de la communication. On sait quels sont les critères pour devenir journaliste. Et l'information traitée par un journaliste, en tout cas un journaliste qui est professionnel, n'est pas traitée de la même manière qu'un kidam qui se dit être journaliste. On a beau utiliser tous les canaux. Et c'est là qu'il faut faire remarquer aussi que le métier évolue, est très évolutif aujourd'hui. Et ça demande de s'adapter à l'évolution de ce métier-là. Donc, il y a quelques changements qui interviennent, il y a quelques évolutions qui interviennent qu'on doit d'une manière ou d'une autre intégrer dans la façon de faire. Donc, il faut reconnaître aux journalistes qui traitent une information tout le mérite de sa qualité de journaliste. Parce qu'il est formé pour ça. Il sait quelle information passer, puisque de la collecte au moment du traitement, il sait tout ce qu'il faut éviter, il sait comment il doit le faire. Mais le monsieur, madame, tout le monde qui s'improvise journaliste ne le fait pas de cette manière-là. Après, c'est de voir comment est-ce qu'on traite celui-là qui est journaliste, qui est formé et qui travaille dans un média ou qui travaille en freelance, comment on le traite pour lui permettre de vivre véritablement de son art. Parce que s'il vit bien, s'il est bien payé et qu'il arrive à répondre à ses besoins, à satisfaire à ses besoins, je ne le vois pas en train de quémander sur un lieu de reportage. Il est déjà arrivé qu'on arrive sur des lieux de reportage et qu'on se retrouve même avec des journalistes qui refusent de signer pour les perdièmes. Et il y a des cas comme ça, puisque même on dit que le journaliste, selon nos tests, ne doit pas être rémunéré. Donc, a priori, le perdième n'est pas prévu dans nos tests. Maintenant, l'organisateur peut décider de donner un jeton de présence. Il n'est même pas obligé de le faire. Donc, c'est de son bon vouloir qu'il le fait. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est des éléments de réflexion pour essayer quand même d'améliorer un peu les choses et faciliter l'exercice même de la profession et décourager maintenant toutes les autres personnes qui entrent de façon anarchique. C'est vous maintenant, c'est à vous que revient ce devoir de décourager ces improvistes des terrains. Alors, on va venir à présent, parlons à présent du thème retenu cette année, à savoir l'information comme bien public. Si nous le rapportons au contexte local, M. Basile Tibozo, quelle est la valeur que l'on peut accorder à une information aujourd'hui au Bénin? Non, je crois que c'est... Pardon, c'est... Une information, c'est une information. Une information, quel que soit son caractère, une information. Dès lors que ça a pour but de sensibiliser, d'informer le public, c'est une information. Le thème dit information comme bien public. Et c'est là où nous devons faire attention parce que moi j'y trouve trois acteurs. Il y a le poisson des médias lui-même, il y a le public et il y a les gouvernants. Pour que l'information soit publique, soit devienne bien publique, il faut que cette information-là ait toutes les formes de qualité professionnelle requises. Et pour cela, il faut quand même que le pourcentage des médias qui travaillent soit dans les meilleures conditions pour produire des papiers de qualité consommables par le public. Pour le public doit être exigeant en ce qui concerne l'information qu'il reçoit parce que il y a, dans le code déontologique, il y a le droit du public à une information vraie et saine. Donc le CREM aussi contribue à ça. Et puis, 3, je vois les gouvernants qui doivent aussi créer les conditions favorables pour que l'information soit crédible. L'information soit crédible, accessible au public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'environnement économique soit mis en place pour que la presse puisse exercer et fournir l'information qu'il faut. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Pas totalement. Mais nous allons y arriver si nous prenons conscience qu'une information qui doit être publique doit avoir l'onction du professionnel lui-même, du public et du gouvernant. Si on s'y met, on doit y arriver. Alors, quel est l'avenir de la profession ou de la presse professionnelle face à l'avènement des réseaux sociaux?
Non, bon, vous savez, c'est toujours la presse traditionnelle, la presse en tant que vecteur de l'information, de la communication, elle a toujours son avenir. Hein. Moi, je ne vois pas. Parce qu'un journaliste, c'est celui qui a été à l'école, qui a appris les b.a.-ba du métier, qui connaît les règles déontologiques, qui connaît les lois sur la presse, qui connaît l'histoire des médias, qui a pratiqué, qui s'y connaît, qui connaît l'écriture journaliste et tout, de radio, de télévision, etc. C'est un professionnel avéré, averti, qui a des diplômes, de licence, de maîtrise, etc. Donc, par conséquent, de master, etc. Par conséquent, c'est un sachant de l'information. Celui qui est sur les réseaux sociaux ne l'est pas. Lui, ce n'est que... La rapidité d'information ne fait pas d'un web activiste un journaliste. Je suis désolé. Ça, je crois que il faut qu'on le martèle ces jours-ci. Pour que tous les journalistes qu'on observe et qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, puissent savoir exactement que, eh bien, journaliste n'est pas un web activiste. C'est vrai que lorsque le journaliste se transforme sur les réseaux sociaux, en numérique, sur les réseaux sociaux, eh bien, son traitement d'information doit toujours être différente. Sans oublier que désormais, s'il quitte pour aller, c'est une autre loi qui le gère. La loi sur le code de l'information, la loi sur le numérique. Et c'est là où il y a encore une question et puis on peut encore débattre, à savoir ce que nous perdons avec le code, ce que nous gagnons avec le code, nous le perdons avec la loi sur le numérique. Voilà. Dans tous les cas, le journaliste professionnel est un diplômé et doit faire montre de rigueur dans le collecte, le traitement et la publication et la diffusion de l'information. Merci beaucoup à vous. Alors, je me dirige une fois encore vers vous, Madame la Présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Le dernier classement des Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde affiche un recul du Bénin par rapport au classement de l'année dernière. Nous en sommes arrivés au 114e rang cette année sur, disons, globalement 38,18%. Selon vous, quelle est la cause de ce recul? Alors, je pense qu'en termes de cause, il y a plusieurs. Et quand on fait référence à ce classement de Reporters sans frontières, le classement même a identifié quelques causes qui justifient ce recul d'une place. Mais il faut faire remarquer aussi que quand on parle de la question de la liberté, c'est une quête permanente. Et la liberté de la presse ne s'éloigne pas de cette réalité-là. Et même dans les démocraties les meilleures, la liberté de presse n'a jamais été acquise à 100%. Et donc, tous les jours, il y a un travail à faire au quotidien pour atteindre cette liberté qu'on souhaite avoir. Aujourd'hui, au Bénin, il y a, justement, en se référant à ce classement de Reporters sans frontières, qu'on a régressé dans le classement, ce qui est le cas depuis quelques années maintenant. Tout à l'heure, le président Maforican a fait remarquer que, je crois que c'était en 2002-2005, il y avait de meilleurs classements pour le Bénin par rapport au... Mais l'environnement n'est plus le même. Vous avez évoqué, par exemple, les réseaux sociaux, il y a les nouveaux médias. Donc, nous sommes dans un environnement qui est très évolutif. Les journalistes accidentels. On en a parlé aussi. Donc, le métier évolue et il faut s'adapter à l'évolution de ce métier-là. Et s'adapter à l'évolution de ce métier, c'est également tenir compte de tout ce qu'il y a en termes de loi. Il y a la loi sur le code de l'information et de la communication, la loi sur le code du numérique, pour que les espaces de liberté puissent être garantis. On remarque aujourd'hui que la liberté de la presse est mise à rude épreuve au Bénin, et ceci effectivement pour plusieurs raisons. Parce que quand on se réfère à la loi sur le code du numérique, il y a une mauvaise interprétation dans la pratique de cette loi-là. Ce qui fait que le journaliste se retrouve, on a assisté à des cas de journalistes interpellés par différentes juridictions, des journalistes interpellés, des journalistes emprisonnés. On a assisté à la fermeture d'un certain nombre d'organes de presse et tous ces éléments ne favorisent pas un cadre approprié pour
la liberté de la presse, ce qui fait dire donc qu'aujourd'hui, la liberté de la presse au Bénin a connu des moments mieux que ce que nous remarquons aujourd'hui. Monsieur Agapit, Napoléon Maforican, à quel niveau de responsabilité se trouve la cause de ce recul, compte tenu des informations traitées ou l'engagement des gouvernements à respecter cette liberté? Non, écoutez, je suis d'accord avec Zakia quand il dit que l'environnement a changé. Et comme je vous l'ai dit, le classement des Reporters sans frontières suit un certain nombre de critères, de conditions que nous avions l'habitude de le dire. Je pense qu'avec le président, l'ancien président de l'ODEV, Edouard Loko, nous disions que si 1000 collines avaient été fermées en 94, Reporters sans frontières aurait crié effectivement disons que à l'entrave à l'exercice de la profession. Pourtant, c'est le rôle que 1000 collines a joué dans la gestion, enfin, dans le génocide rwandais. C'est dire que quand la crise a commencé en Côte d'Ivoire en 2000, nous voilà, il y a les médias ont joué un rôle qui n'était pas un rôle intéressant. Et c'est là fort opportunément que moi, quand je voyais le ministre tout Arula dans son message saluer, féliciter les médias dans la couverture de l'élection, il dit voilà, on ne peut pas faire ça. On va dire que la presse béninoise est en descente de l'enfer. Je ne dis pas que tout est au mieux, mais les conditions de notation des indices, les indices internationaux suivent un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas toujours adaptés à certaines réalités. Qu'est-ce qu'on reproche au Bénin? Il y a eu l'arrestation de web activistes. Et ensuite, on parle des contrats, on envoie des instructions dans les médias. Qu'un organe de presse accepte d'être en partenariat de communication avec une structure, ouais, vous n'avez jamais dit nulle part dans aucune école de journaliste que c'est une faute. Un pouvoir en place ait des partenaires médias avec lesquels il passe ces informations, ce n'est interdit nulle part. Le code de déontologie dit qu'il faut séparer l'information de la communication. Il faut séparer l'information de la publicité, mais c'est pas interdit. J'ai l'impression qu'on tend à diaboliser les médias tropicaux, les médias de tiers-monde, parce qu'on a l'impression qu'on peut les leur imposer. Alors que moi, je suis les médias internationaux, qui ne sont totalement pas au fait de l'actualité nationale et qui sont totalement, c'est des notions approximatives. Moi, je le dis toujours quand on dit on a organisé des élections émaillées de violence. Par exemple, moi, je dis non, ils sont totalement en dehors de la réalité. Il y a eu des violences avant les élections. Il y a eu des gens, à des endroits donnés, on dit plusieurs villes du pays sont ébranlées, des manifestations éclatées dans plusieurs villes du pays. Oui, c'est vrai que deux, c'est plusieurs. Mais quand de l'autre côté, il y a deux au Parlement, on dit que c'est monocolore. Donc, vous comprenez qu'il y a des éléments de langage qui sont utilisés ici et là. Et c'est la bataille également. La communication, c'est la bataille. Les médias sont au cœur des batailles de contrôle. Donc, l'Occident nous impose son modèle. Nous parlons français, nous consommons, et donc, il nous impose un modèle qui n'est pas le même que ce que nous pratiquons. Et l'entretien du chef de l'État avec les confrères de la dernière fois a montré le président a fini par les remettre à leur place par rapport à un certain nombre de propos qui étaient approximatifs. Quand il vous a dit que le développement d'abord, la démocratie après, il a obligé un vieux journaliste comme Boisbouvier, il a obligé, je dis vieux parce qu'en 90, Boisbouvier était ici par rapport à la conférence nationale. Donc c'est un ancien. Mais il a dit, vous avez dit ça. Le président a dit, je n'ai pas dit. Il dit, vous l'avez dit. Et il a fini par lire ce que le président a dit à Jeune Afrique, qui n'était pas la même chose. Je le prends comme des éléments. Donc, quand ils jugent les médias africains, c'est comme si les médias africains sont, disons, contrôlés, téléguidés par les pouvoirs publics, parce qu'il y a peut-être certains qui sont en contrat. Donc, il faut demander aux journalistes. Et je pense que l'UPMB doit peut-être faire ce travail ensemble avec le CNPA, parce qu'il était dit que normalement, une fois là, il faut publier l'état des meilleurs rapports sur l'état des médias. Je pense que ce rapport-là est important. Parce que aujourd'hui, sans ce rapport, n'importe qui dit n'importe quoi sur les médias, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec une orientation, ils envoient n'importe quoi ailleurs et on juge les médias ainsi. Je ne dis pas que c'est meilleur. Donc, le classement pour moi est important, puisque les indices, c'est bien, on les regarde pour pouvoir avancer. Mais je dis, comment se porte le journaliste béninois
si on règle la question tout à l'heure de la rémunération, si on règle la question de son environnement de travail, donc l'hygiène et la santé, au lieu de travail, la rémunération, la sécurité sociale. Donc voilà des questions sur lesquelles, je pense qu'en les réglant, la question de liberté, elle est déjà un acquis. Personne ne peut remettre en cause aujourd'hui la liberté de journaliste. Mais il ne peut pas être libre s'il n'est pas rémunéré. Il ne peut pas être libre si l'entreprise dans laquelle il travaille n'est pas viable. Je vais finir par rapport au thème d'aujourd'hui. L'information, un bien public. Mais le bien public se consomme de la manière dont chacun s'en saisit. Personne ne peut dire j'ai le monopole du bien public. Et le bien public est mis à la disposition du public par ceux qui en ont, ceux qui les détiennent. Aujourd'hui, qui détiennent l'information? Donc, quand on dit que les élections sont émaillées de violence dans les pays, dans plusieurs villes du pays, c'est une fausse information. On a mis une fausse information à la consommation. Oh, des médias étrangers. Le fond est mettre la fausse information à la disposition de beaucoup de pays qui les relaient et d'organisations internationales des droits de l'homme qui les relaient sans enquête. En 2019, on a connu ce cas où des gens ont dit il y a eu mort. Il a fallu que le gouvernement intervienne pour dire prouvez-nous qu'il y a eu mort avant que les gens viennent pour démentir. C'est pour dire qu'on n'est pas à l'abri de ce type de désinformation. Mais il ne faut pas que le journaliste béninois se morfonde ou bien que la presse béninoise pense qu'on est là. Déjà, il y a un problème de classement. On peut ne pas être d'accord. Enfin, on peut ne pas être fier que le Bénin décide. Mais je pense qu'il appartient aux Béninois, aux médias, aux fêtières, de trouver une stratégie pour remettre à l'endroit ce qui ne va pas, notamment au niveau des conditions de travail, au niveau des relations avec les pouvoirs publics. Il a parlé du fonds. Si le fonds est bloqué, c'est qu'il y a eu donc, partout où il y a de blocage, il appartient aux professions, à la profession de trouver les mécanismes de déblocage pour que le dialogue se recrée. Voilà. Moi, je pense que c'est à l'interne qu'on doit régler cette question-là. Et après, bon, le classement, il viendra naturellement, il s'améliorera avec le temps si certains problèmes sont réglés. Justement, Monsieur Basile Thibozo, vous êtes actuellement le président d'une association, la PADEM Bénin. Et quelle est la contribution de cette association pour l'amélioration de la presse béninoise? Non, vous savez, c'est toujours les plaidoyers qu'on a toujours fait, parce que vous savez, nous ne sommes pas décideurs. En tant qu'association, nous avons toujours mis l'accent sur ce que les décideurs doivent faire pour que les choses puissent aller en collaboration avec nos fêtières, pour que la réflexion soit menée pour des actions communes. Vous savez, il y a la carte de presse, par exemple, qui pose problème aujourd'hui. Le journaliste professionnel, qui est professionnel, qui doit être reconnu en tant que tel sur la lettre de reportage. Parce qu'il me semble que de plus en plus, il y a cette distinction que les gens font sur le terrain aujourd'hui. J'apprends que de plus en plus, la carte de presse est exigée sur les reportages. Et j'ai aussi appris que le traitement est différent aujourd'hui en ce qui concerne celui qui a la carte de presse que celui qui n'a pas. J'ai aussi appris que même lors de certaines tournées ministérielles, lorsque vous avez votre carte de presse, vous êtes moins coté, moins traité, mieux coté que certains. C'est déjà des avancées. Et pour ça, il faut activer de façon constante et régulière le mécanisme de déclenchement de l'attribution de la carte de presse au niveau de la HAC. C'est une invite que je fais aux fêtières pour que ce soit une donnée, parce qu'un professionnel qui n'a pas de carte de presse est un professionnel zéro, il n'existe pas. Il n'est même pas professionnel. Et par conséquent, tout peut lui arriver. D'abord, il ne peut rien réclamer en termes d'avantages sociaux ou autres, mais du point de vue de la pratique, il est susceptible d'aller en prison constamment et régulièrement. C'est le cas qu'on a connu, où les gens qui ont été en justice n'avaient pas la carte de presse au moment où ils publiaient leur parution. En ce moment, ils n'avaient pas la carte de presse. La carte de presse est fondamentale. Quand on parle de salaire, quand on parle de rémunération, ce qui est une vérité, quand on parle d'avantages sociaux, ce qui est une vérité, quand on parle de couverture sanitaire, ce qui est une réalité, ces choses-là ne viendront que dans un contexte où il y a un minimum de respect que nous devons avoir pour nous-mêmes. Voyez-vous? Donc, on a tous ces critères, comme je le dis, il y a le critère de la carte de presse qui est fondamental. Maintenant, pour revenir sur le rapport de classement, comme l'a dit le conseiller Agaput, moi j'ai toujours un problème. C'est vrai que c'est un classement, on s'en contente, c'est regrettable qu'on ait encore reculé une fois, qu'on ait dégringolé une fois, et que ça devienne une constance régulière. Mais je dois dire quand même que ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour la corporation, ce n'est pas bon pour la nation. Et tous les composants de la nation doivent tout faire pour qu'on ne recule point. Et pour qu'on ne recule point, c'est simple. C'est simple.
C'est que nous devons faire au niveau de nous-mêmes. Vous savez, les schémas internationaux sont toujours ont des caricatures qu'on ne peut pas maîtriser. Comme l'a dit Agapit, quel est le mode de notation, par exemple? Quels sont les critères de répartition frontière? Quelle est la méthodologie? Quelle est la classification? Quels sont les points à noter à chaque catégorie? Parce que quand on fait un rapport scientifique, on fait une démonstration, on arrive maintenant à conclure pour dire le Bénin, à tel endroit, a eu telle note. Tel endroit, telle note. Tel endroit, telle note. Par conséquent, il attend. On ne voit souvent pas ça. Autre chose que je voudrais dire, dans les moments les plus juridiquement compliqués pour la presse béninoise était première. Imaginez que avant 2015, on a été gouverné par 2 lois. La loi 72 de 69, prise par Zinsou, une loi extrêmement arbitraire et liberticide. C'est dans cette loi-là qu'on était premier. En 1997, et la loi portant code de la loi qui porte sur la communication, non, c'est la loi qui régule l'audiovisuel, 1997. C'est aussi une loi qui n'est pas du tout, disons, favorable aux télévisions, aux radios qui ont été créées en ce moment-là. Mais en 2002, vous savez, on était premier. On était premier lorsque cette loi-là, qui était liberticide, nous avons permis d'être premiers. Et comment se fait-il qu'en 2015, on a une loi qui porte sur la non-existence des peines primaires de liberté, on est dans un contexte et on est encore reclassé? C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il y a un problème dans la classification de la frontière qu'on n'arrive vraiment pas à comprendre. Ce que moi je sais, c'est que bon, on a déclassé, faisons l'effort pour ne pas déclasser, pour s'en sortir. Et non, je dis moi sur le classement, je connais un peu les indicateurs. C'est-à-dire que l'État ne doit pas intervenir dans le fonctionnement des médias. Il ne doit pas avoir de suspension de journalistes, il ne doit pas avoir fermeture d'organes de presse. Les conditions d'exercice de la profession doivent être libérales. Pour être schématique, le journaliste doit être totalement indépendant. Donc, il estime que les contrats de prestation sont des moyens qui empêchent le journaliste d'être libre. C'est discutable. C'est pour ça que j'ai énuméré un certain nombre de... Oui, mais en 2002, ça existait aussi. En 2002, de manière formelle, oui, bon, le gouvernement n'avait pas ce type de contrat. C'est pour ça que c'est la première fois que les contrats ont existé sur Yahi. Ça a donné lieu à tellement de tollé. Il y a même eu un rapport national par droit de l'homme de HTP, de Poitin Jean-Benou, à l'époque, qui avait également critiqué les contrats. Donc, je pense que, c'est pour ça que je demande les clarifications au niveau des fêtières. C'est qu'on doit s'assumer. Si on ne s'assume pas nous-mêmes, on laisse les autres parler à notre place. Il faudrait peut-être que les fêtières clarifient en disant, au Bénin, nous, voilà nos réalités. Que l'entreprise de presse ait un contrat avec l'Assemblée nationale, avec la HAC ou avec le gouvernement. Nous exigeons simplement que l'information soit séparée. Je dirais un organe de presse, nous séparons. Quand on dit journal télévisé, personne n'a encore dit que c'est diffamé. Journal, parce que c'est l'information. Même le regard que je porte sur l'information est la ligne de mon organe. Et ça, là, personne ne peut me l'imposer. Je pense que nous devons clarifier ça pour éviter que de nous morfondre ou bien de nous faire acquérir, parce que des schémas déjà faits nous plongent, parce qu'on a l'impression que nous ne sommes plus nous-mêmes. Non, moi je pense qu'il faudrait peut-être clarifier. Et bon, là où il y a des dérives, on peut savoir là où il y a des dérives. Et moi je ne dis pas que le classement de représentants frontières, il faut le mettre. Nous, quand on était premier, on était contents. Donc, il ne faut pas que maintenant qu'on descende. Quand on jette le bébé avec l'eau de mer. Alors, Zakiat, là, on dit, quelles sont les perspectives qui s'offrent à la presse béninoise? Pour finir. Peut-être avant de parler de perspectives, et ce que je vais dire ne s'éloigne pas entièrement des perspectives. Alors, c'est par exemple les clarifications. Et je pense que ça va être un élément important qui nous permettra d'avancer aussi. En termes de clarification, c'est de mettre en place le mécanisme pour nous-mêmes à l'interne de dresser l'état de notre presse béninoise. Pourquoi pas travailler sur un chantier comme ça? Mais après ça, la question de la carte de presse permet à tout journaliste qui réunit les conditions d'être journaliste, d'avoir sa carte de presse et de pouvoir valoir ce que de droit
en son temps, partout où cela. Et là, le plaidoyer a été fait et continue d'être fait pour même un renouvellement automatique de la carte de presse. Parce que vous connaissez un peu le système et l'environnement. Il faut attendre que la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication lance l'appel à candidature et que vous allez déposer, et ça prend tout le temps. Et nous avons fait le plaidoyer, nous continuons de faire le plaidoyer pour que dès que votre carte de presse arrive à expiration, vous puissiez justifier toujours que le journalisme reste votre principale source de revenus pour pouvoir tout de suite bénéficier d'une nouvelle carte de presse, parce qu'il y a quand même une échéance, une date de validité par rapport à votre carte de presse. Je pense qu'en travaillant sur ces éléments-là, ça permettra vraiment d'avoir un environnement plus aisé pour les uns et les autres. Et l'autre chose, c'est de travailler également à faire de nos fertières, justement, des structures assez fortes. Et faire de nos fertières des structures fortes, c'est qu'on en arrive à l'opérationnalisation du Fonds d'appui au développement des médias, puisqu'on est passé du modèle traditionnel de l'aide de l'État à la presse au FADEM. Et ce FADEM-là peine aujourd'hui à prendre corps. Et je pense que c'est l'occasion de faire le plaidoyer à l'endroit du gouvernement pour nous accompagner dans la mise en place de ce fonds-là, qui permettra justement de faire de nos organes de presse des entreprises proprement dites et les doter les fertières des moyens nécessaires pour opérer les actions qui c'est pour leur bon fonctionnement. Donc, mot de fin, c'est, puisque nous sommes dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, saluer les acteurs des médias. Ces acteurs des médias qui, malgré les différents problèmes qu'on enregistre aujourd'hui, malgré les difficultés, travaillent quand même à produire de l'information et de l'information vraie. Et je pense que c'est le moment de reconnaître leur mérite, de les citer en exemple et appeler les autres à faire comme eux, parce qu'une presse ne sera forte, ne restera forte qu'avec des acteurs professionnels, des acteurs bien formés. Un petit mot, M. Agapit Napoléon, pour conclure cet entretien. Non, également dans la même ligne, saluer l'effort des confrères, des journalistes pour ceux qui vont sur le terrain. Ouais, Covid-19, c'est depuis février 2020 au Bénin, février-mars, mais les médias n'ont jamais cessé de travailler. Ils n'ont pas une couverture particulière, ils n'ont pas une condition particulière de travail, mais ils sont sur les lieux de reportage, ils ont les micros, ils ont les caméras, ils ont tout et ils font le travail. Je pense qu'il faut saluer ces acteurs sur le terrain. Après, les problèmes qui se posent, je pense qu'ils ont été ciblés. Si la carte de presse peut être un élément indicateur donc de la qualité de journaliste, si on peut l'opérationnaliser pour qu'il n'y ait pas de reporter sans carte de presse, je pense qu'on va assainir déjà à ce niveau. Et après, maintenant, les conditions de travail vont suivre. Donc, oui, la presse béninoise est perfectible. Le classement de Reporters sans frontières est un indicateur. Le ministre l'a dit d'ailleurs. On va y travailler, chacun va y mettre du sien pour que on se retrouve à une bonne place peut-être les années à venir. Monsieur Basile Boiseau, votre mot de fin? Non, comme les autres, je dirais que moi je voudrais d'abord m'adresser à la HAC pour demander que bien cette institution-là puisse accélérer toutes les procédures en ce qui concerne, comme l'a dit Zakiat, la carte de presse, mais en ce qui concerne la mise en place du fonds. Parce que de façon opérationnelle, ça leur incombe. Demander aussi au gouvernement d'être attentif et réceptif à toutes les doléances qui viennent des fêtières en ce qui concerne ce fonds-là. C'est fondamental. Parce qu'il n'y a aucune fierté à ce que la situation soit telle qu'elle est. Vis-à-vis des professionnels des médias, des patrons de presse, de l'ensemble, moi je voudrais dire tout simplement bravo. Bravo parce que il est juste et bon de dire que l'espoir est permis. Rien n'est encore décourageant. Je vois beaucoup de dépit, beaucoup de découragement, beaucoup de lassitude. Non, moi je dis, il y a toujours espoir. Parce qu'on est des vaillants, des combattants. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid. C'est arrivé. On était sur le front, avec les micros, les caméras, les plumes, etc. Pendant les élections présidentielles, vous avez vu, la France a été constante et régulière dans l'information, dans la couverture médiatique, même dans les zones difficiles de guerre. Et pourtant, la presse n'a pas eu une particularité, il n'a pas eu une onction particulière. Mais il y a eu des félicitations. Moi, j'ai vu le chef de l'État qui a félicité la presse,
Il y avait le président de la Sénat qui a félicité la presse. Un certain nombre d'acteurs des médias, comme la présidente de l'UDBN, qui non seulement a félicité, mais a donné des distinctions à la presse pour le travail qui a été abattu au niveau de la couverture des médiatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous existons. Nous sommes le cœur même de la démocratie et le ferment de la nation. Si nous nous affaissons nous-mêmes et nous nous aplatissons, eh bien les gens vont marcher sur nous. C'est pourquoi je dis, à cette journée, il faut être debout. Il faut être debout et digne pour assurer notre corporation. Et voilà, chers internautes, ainsi se referme cette émission, ce numéro de l'actualité à la loupe. Je recevais pour vous donc 3 professionnels des médias. Alors, chers journalistes, soyez fiers de votre profession. Exercez votre profession avec humilité, avec grandeur et avec amour. L'avenir est dans cette profession. Je suis journaliste, j'en suis fière. À très bientôt.